C'est moi qui vais engager ce temps que l'on va passer ensemble. Alors déjà, merci beaucoup à toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui. On est très très heureux de partager ce temps avec vous. Et je vais prendre quelques minutes juste pour vous introduire les raisons pour lesquelles on est finalement devant vous aujourd'hui. Alors je veux aussi quand même prendre le temps de remercier Isabelle Laudier et Philippe Cerisier et l'Institut de la Caisse des dépôts pour la recherche, parce que sans eux, on n'aurait pas pu organiser ce qui se passe ce matin et ce qui se passera également demain. Et puis le soutien que vient d'annoncer Philippe. Alors je suis Anne Beauvillard, Patrick Beauvillard, à côté de moi. Et qu'est-ce qui nous a amenés à être là aujourd'hui devant vous? Un peu plus de 15 ans de pratique et d'intervention terrain, accompagnement d'hommes et de femmes mettant en œuvre des projets collectifs dans des domaines variés, des structures variées, et également dans des développements de territoires multi-acteurs par nature et tout aussi variés. Très vite, la coopération s'impose comme l'élément essentiel à développer entre les personnes, et la coopération dans son sens le plus large étymologiquement, et Patrick va y revenir un peu plus tard. De notre expérience, un projet quel qu'il soit aboutit à partir du moment où la coopération existe entre les parties. La coopération est devenue le sujet central de notre travail au quotidien. Il est devenu évident que les relations intra- et interpersonnelles sont au cœur de sa mise en œuvre. Et du coup, plein de questions sont devenues récurrentes au fil des années. Être expert en matière humaine, est-il l'apanage de certains ou est-ce un projet ambitieux que d'en souhaiter la connaissance et la pratique par tous? Ça, c'est une question qui est revenue tout au long de notre travail. Également, n'est-ce pas une expertise dont nous avons tous besoin, de manière totalement transverse dans n'importe quel domaine de nos vies, y compris le métier que nous pratiquons? N'y a-t-il pas une distinction à faire entre une expertise métier, quelle qu'elle soit, et une expertise en relations humaines qui nous concerne tous dans nos besoins d'en apprendre les rouages? Et finalement, notre matière humaine n'est-elle pas l'affaire de tous et notre bien commun? Les neuroscientifiques, les anthropologues, les sociologues, les enseignants de la psychologie positive et d'autres nous permettent aujourd'hui de comprendre et d'appréhender la complexité de tous nos systèmes de pensée. Également, le besoin vital d'en avoir une compréhension croisée, transdisciplinaire, ce qui est très très important pour nous. Et vous allez voir qu'on est vraiment organisé pour que cette transdisciplinarité existe. Et comme nous l'enseigne Edgar Morin, qui est au cœur également de nos travaux, croiser compréhension intellectuelle et compréhension humaine. Alors notre première conclusion ou conviction, avec toutes ces questions qui se posaient à nous, c'est que la coopération est sans doute la manière la plus aboutie du vivre, penser et agir ensemble, dans un réel respect écologique de la relation intra- et interpersonnelle. De plus, elle permet aux différents acteurs de se développer en harmonie, et vous allez voir à quel point on peut le voir dans le travail que l'on effectue actuellement, tant dans la compréhension intellectuelle des personnes et des situations que dans la compréhension humaine de celles-ci. Alors on a décidé d'aller plus loin, de changer d'échelle, et pour ce faire, on a créé l'Institut des territoires coopératifs. Pour aller au-delà de notre propre expérience et mettre en lumière ce que peuvent nous apprendre ceux qui font coopération. Pour permettre de se saisir de cette compréhension humaine dont tout un chacun souligne toujours l'importance, mais dont il est si difficile de se saisir pour agir, au-delà des mots. On en parle beaucoup, mais c'est compliqué quand même de la faire vivre. Pour contribuer à développer des méthodologies qui prennent en compte véritablement ces mécanismes naturels de l'être humain de manière transverse, quels que soient les domaines et les disciplines, et également mettre en lumière tout ce que l'environnement et le territoire recèlent d'implicite et comment ils contribuent à façonner nos comportements. Je laisse maintenant la parole à Patrick, et vous allez découvrir la structuration de l'Institut, le pilier essentiel
qui est l'Observatoire de l'implicite, nos partis pris, notre protocole de travail et les clés qui l'animent, et nos premiers résultats. On terminera, et vous allez voir qu'on divise vraiment notre temps en deux, parce que c'est extrêmement important pour nous, au-delà de ce qu'on vous présente, d'avoir un véritable échange sur ce qui vous interpelle, ce qui résonne, ce qui vous semble utile, et on va prendre un temps conséquent pour échanger avec vous sur vos sujets, vos interrogations, et ce que cette présentation a suscité pour vous. Donc je vous laisse en compagnie de Patrick, et j'ai vu arriver une personne, donc je fais juste un dernier remerciement, et qui est un merci et une gratitude pour toutes les personnes qui, sur le terrain, travaillent avec nous, contribuent à nos itinérances. Et je vois des personnes dans cette salle qui ont contribué dans la matière même que l'on rapporte, et je leur dis merci, elles sauront se reconnaître. À tout à l'heure. Je vais essayer de dire ce que Anne vous a présenté. Et effectivement, on veut croire en tout cas à un monde de demain, un monde du XXIe siècle qui sera plus coopératif que ce que le XXe a été, avec probablement beaucoup très centré sur la concurrence et la compétition. Et on en voit des signes précurseurs de ce monde peut-être plus centré sur un humanisme et du bien-vivre, dans tout un tas de transitions que l'on voit. Les consommateurs souhaitent devenir acteurs, on passe de préoccupation de la propriété d'un bien à finalement la propriété compte pas forcément, c'est l'usage qui compte. On voit sous l'impulsion des logiciels libres, des logiques d'accès universel libre se mettre en place. On voit des circuits courts se développer, qui sont souvent en plus des circuits de proximité. Même le monde économique devient pour partie, et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais une économie collaborative. Les entreprises deviennent libérées, même si c'est le terme choisi, mais le terme n'est pas forcément le plus approprié. Cela dit, il témoigne malgré tout de préoccupations intéressantes. Les clients ont tendance à devenir des partenaires, et d'une manière générale, on voit que ce qui anime de plus en plus les gens, c'est la recherche de liens, plus que la recherche de biens. Et c'est la raison pour laquelle on pense vraiment, et on accorde beaucoup de crédit à cette phrase de John Nesbitt, quand il dit « Les percées les plus passionnantes du XXIe siècle ne viendront pas de la technologie », et c'est un expert en technologie qui le dit, mais d'une vision augmentée et élargie de ce que veut dire être un être humain. Et pour arriver à mettre cela en place, on a un défi à relever, qui est d'apprendre à passer de la collaboration à la coopération. Et là, il y a un enjeu vraiment essentiel, et vous savez bien que les mots font les mondes, et l'histoire des mots quand même nous éclaire beaucoup sur le sens qu'ils portent. Dans la collaboration, il s'agit de travailler ensemble, il s'agit de travailler de concert. Dans la coopération, on a une dimension différente, bien sûr, puisque coopérer, c'est œuvrer ensemble à la création de cet opéra, de cette œuvre. Vous a présenté, et effectivement, on veut croire en tout cas à un monde de demain, un monde du XXIe siècle qui sera plus coopératif que ce que le XXe a été, avec probablement beaucoup très centré sur la concurrence et la compétition. Et on en voit des signes précurseurs de ce monde peut-être plus centré sur un humanisme et du bien-vivre, dans tout un tas de transitions que l'on voit. Les consommateurs souhaitent devenir acteurs, on passe de préoccupation de la propriété d'un bien à finalement la propriété compte pas forcément, c'est l'usage qui compte. On voit sous l'impulsion des logiciels libres, des logiques d'accès universel libre se mettre en place. On voit des circuits courts se développer, qui sont souvent en plus des circuits de proximité. Même le monde économique devient pour partie, et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais une économie collaborative. Les entreprises deviennent libérées, même si c'est le terme choisi, mais le terme n'est pas forcément le plus approprié. Cela dit, il témoigne malgré tout de préoccupations intéressantes. Les clients ont tendance à devenir des partenaires, et d'une manière générale, on voit que ce qui anime de plus en plus les gens, c'est la recherche de liens, plus que la recherche de biens.
Et c'est la raison pour laquelle on pense vraiment, et on accorde beaucoup de crédit à cette phrase de John Nesbitt quand il dit « Les percées les plus passionnantes du XXIe siècle ne viendront pas de la technologie », et c'est un expert en technologie qui le dit, mais d'une vision augmentée et élargie de ce que veut dire être un être humain. Et pour arriver à mettre cela en place, on a un défi à relever. On vous a présenté, et effectivement, on veut croire en tout cas à un monde de demain, un monde du XXIe siècle qui sera plus coopératif que ce que le XXe a été, avec probablement beaucoup très centré sur la concurrence et la compétition. Et on en voit des signes précurseurs de ce monde peut-être plus centré sur un humanisme et du bien vivre, dans tout un tas de transitions que l'on voit. Les consommateurs souhaitent devenir acteurs, on passe de préoccupation de la propriété d'un bien à finalement la propriété compte pas forcément, c'est l'usage qui compte. On voit sous l'impulsion des logiciels libres, des logiques d'accès universel libre se mettre en place. On voit des circuits courts se développer, qui sont souvent en plus des circuits de proximité. Même le monde économique devient pour partie, et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais une économie collaborative. Les entreprises deviennent libérées, même si c'est le terme choisi, mais le terme n'est pas forcément le plus approprié. Cela dit, il témoigne malgré tout de préoccupations intéressantes. Les clients ont tendance à devenir des partenaires, et d'une manière générale, on voit que ce qui anime de plus en plus les gens, c'est la recherche de liens, plus que la recherche de biens. Et c'est la raison pour laquelle on pense vraiment, et on accorde beaucoup de crédit à cette phrase de John Nesbitt quand il dit « Les percées les plus passionnantes du XXIe siècle ne viendront pas de la technologie », et c'est un expert en technologie qui le dit, mais d'une vision augmentée et élargie de ce que veut dire être un être humain. Et pour arriver à mettre cela en place, on a un défi à relever. Et donc il ne s'agit pas seulement de travailler ensemble, il s'agit d'être co-auteurs ensemble et de produire collectivement une œuvre particulière. Pour autant, c'est là que les choses deviennent un peu difficiles, parce que être co-auteur, c'est pas franchement facile. La coopération n'est pas automatique. En fait, elle n'est pas plus naturelle que la concurrence ou la compétition, et d'ailleurs, on a chacun de nous en nous les capacités à faire coopération, faire concurrence, être en compétition. David Laurent, qui est une des personnes que Anne mentionnait, qui fait partie de ces 200 personnes qu'on a pu rencontrer dans nos parcours, et qui est l'un des acteurs à l'origine de ces champs d'énergie éolienne citoyenne en pays de Redon, le dit avec humour, et quand il dit « ça fait bien longtemps, on échangeait ensemble sur ces questions-là », et à un moment au téléphone, il me dit « mais ça fait bien longtemps qu'on sait, Patrick, que c'est pas le vent qui fait tourner les éoliennes ». Je trouvais ça assez intéressant. Il voulait souligner par là le fait qu'effectivement, cette coopération, cette mise en synergie des acteurs pour qu'ils deviennent co-auteurs était sans doute l'élément clé dans leur réussite. C'est la raison pour laquelle, après avoir travaillé, nous, pendant 15 ans, comme Anne le disait, sur la mise en œuvre de projets de transformation collective au sein de territoires ou d'organisations au sens large, on a voulu créer l'Institut des territoires coopératifs pour aller plus loin. Et pour faire vraiment de la coopération l'objet d'un centre de recherche-action, dont la vocation est de développer les savoir-être, parce que vous allez voir que dans ces histoires de coopération, il y a beaucoup de choses qui sont de ce registre-là, du être, les savoir-agir, pas seulement faire, mais agir, c'est-à-dire passer à l'action et à l'acte, et puis les savoirs reproduire. Tout le monde parle de ce changement d'échelle, comment on fait pour essaimer, polliniser, s'inspirer de ceux qui réussissent, etc., etc. Et on sait très bien que couper-coller, ça ne marche pas. Ça marche dans Word, mais ça ne marche pas sur le terrain pour produire des initiatives collaboratives, coopératives. Et pour ça, on a imaginé un institut qui serait posé sur 4 triangles, l'observatoire et le pôle recherche qui sont les 2 premiers, et puis qui, par leur travail, peuvent permettre l'élaboration de méthodologies pour développer la coopération au sein d'une fabrique, et puis la préoccupation ultime qui est la ruche qui permet de disséminer ces savoir-faire que l'on va produire. La démarche de l'Institut des territoires coopératifs, elle est de partir de l'expérience de ceux qui font, de ceux qui construisent ce monde de demain. Et donc c'est
et ce, quel que soit leur domaine, le domaine où ils exercent. Vous allez voir ça dans un instant. Partir d'eux pour chercher à comprendre de manière transdisciplinaire ce qui fait coopération, ce qui la nourrit, ce qui l'empêche, ce qui l'entretient, ce qui la fait vivre, de manière à pouvoir essaimer, apprendre, et puis essaimer, progresser, développer, etc. Tout un tas d'initiatives. Alors, vous allez me dire, cette démarche, elle n'est pas de partir des gens de l'expérience de ceux qui font, elle n'est pas innovante en soi, et c'est juste. Il y a plein de lieux où on appelle à témoigner des gens qui expérimentent des manières de faire coopération, et on les amène à raconter leur histoire, et on espère en faisant ça pouvoir s'en inspirer. Et très souvent, on est extrêmement frustré, parce que ces histoires, ces témoignages, ils sont toujours intéressants, ils sont très souvent inspirants et motivants. Pour autant, ils donnent relativement peu de clés sur comment je fais moi pour m'approprier ces histoires et comment je fais moi pour passer à mon échelle, dans mon entreprise, dans mon territoire, dans mon association, peu importe, comment je fais pour m'inspirer de ça et passer à l'action de mon côté. Et c'est cet écueil-là qu'on a voulu vraiment adresser avec l'Institut des territoires coopératifs. La raison, c'est que bien souvent, on cherche la réponse à ce qui fait coopération dans des éléments objectifs visibles. Par exemple, les modes de gouvernance. Alors, on va voir tout un tas d'échanges sur les modes de gouvernance. Ou bien, comment on fait pour décider ensemble. Ou bien, pour décrypter les jeux d'acteurs sur un territoire qui peuvent être complexes. Ou bien, pour analyser les facteurs territoriaux, etc., etc. Donc, on va regarder la part visible des choses. Or, notre croyance, c'est que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ce que je viens de citer, les théories d'acteurs, les modes de gouvernance, c'est le résultat de choses bien plus profondes que nous, on appelle l'implicite, qui ne sont pas forcément visibles. Et apprendre à se saisir de cet implicite est ce qui nous permet d'accéder à ce que Edgar Morin appelle la compréhension humaine, qui est donc cette compréhension bien plus large que la seule compréhension intellectuelle, et qui va prendre en compte tout un tas d'autres aspects qui font que on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Juste un mot sur l'implicite, oui, parce qu'il y a des gens qui nous disent « mais ça veut dire quoi ?» Pourtant c'est un mot qui n'est pas étrange, qu'on emploie très souvent. Une image qui nous est venue un jour, c'est on a tous, dans nos familles, voulu reproduire le plat d'une de nos grand-mères, le plat préféré d'une grand-mère, et à chaque fois que quelqu'un dans la famille fait cette expérience, il y a quelqu'un d'autre qui dit « il n'est quand même pas aussi bon que celui de grand-mère ». Et là, il y a une part d'implicite, c'est-à-dire que grand-mère, elle a transmis dans sa recette tout ce qu'elle savait, sauf que dans la recette, elle n'a pas transmis la clé qui était son tour de main. C'est-à-dire qu'elle a transmis les ingrédients, comment on les assemble, etc. Mais le tour de main de la cuisinière, ça, c'est très difficile de le transmettre parce que c'est très difficile soi-même d'en avoir conscience. Et donc c'est cette part-là qu'on appelle l'implicite, cette part qui est indispensable, et dans la coopération, tout est histoire de manière de faire et manière d'être, et cette part dont on n'a pas forcément conscience, et donc il est très difficile d'expliquer. Quelques mots sur l'implicite. L'implicite, le non-dit, ça me paraissait très mystérieux. Donc, en fait, ce que vous nous avez proposé, c'est très simple et riche, mais c'est un début. Il me semble qu'on aura d'autres occasions entre nous de reprendre ce genre d'interrogation. Il me semble que ça fait partie de la non-violence, finalement, de voir comment on fonctionne toujours avec de l'implicite. Surtout qu'on accueille beaucoup de nouveaux, donc les nouveaux, ils peuvent d'autant moins nous tracer si on a trop d'implicite. Et donc notre préoccupation, c'est dans notre travail, au-delà du projet, au-delà du rôle des acteurs, au-delà des actions que les acteurs mènent, etc., c'est de nous centrer vraiment sur l'identité qui fait l'identité des acteurs du projet collectif. L'identité, leurs valeurs, leurs croyances, leurs motivations, ce qui les anime. Et en travaillant cette question-là, en nous centrant sur la relation que les gens ont avec eux-mêmes et ont avec les autres au cœur du projet de coopération, on pense mettre à jour des clés, conscientes ou inconscientes, qui participent à la réussite de ce projet coopératif. Et à partir de là, mettre le doigt sur les capacités qu'il nous faut développer si on veut effectivement favoriser le développement de la coopération sur les territoires ou dans les projets d'organisation quels qu'ils soient. Alors le premier pilier pour faire ce travail-là, c'est l'Observatoire de l'implicite.
Et l'observatoire de l'implicite, il part d'un constat très simple, c'est que c'est celui qui fait qui sait. Et en même temps, comme la grand-mère du plat de tout à l'heure, on ne sait pas toujours ce que l'on fait, on n'a pas toujours capacité à reconnaître tout ce que l'on fait, et donc il va falloir mener un travail particulier pour mettre cela à jour, et c'est finalement une véritable plongée qu'on va faire au cœur de l'humain et au cœur du territoire. Alors, l'Observatoire de l'implicite, à ce jour, c'est 34 collectifs qu'on a pu rencontrer. On a rencontré des gens autour de l'habitat partagé, avec avec une grande variété. Je pense à Pour un habitat différent, qui est une expérience d'habitat partagé très ancienne, 30 ans de recul déjà, à Angers. Et à l'autre bout, on a rencontré les voisins Terpel à La Roche-sur-Yon, qui, quand on allait les voir, n'avaient pas encore lancé la construction. Là, maintenant, vous pouvez voir sur Internet les plans, la construction est en cours. On a rencontré des entreprises qui sont pas toujours en scope. Là, on a mis le logo des scopes, mais pas toujours en scope. Je pense à Ardelaine, qui a relancé la filière laine en Ardèche. Je pense à Sephora, qui est une entreprise de formation en Ardèche aussi, qui est en scope. Ou bien les artisans du changement sur la région nantaise. On a rencontré des initiatives qui témoignent de la réappropriation ou de la volonté de réappropriation des citoyens pour les choses économiques. Comme par exemple les monnaies locales, le réel dans la région nantaise, ou bien tout un tas d'initiatives destinées à favoriser des circuits courts, à relancer l'économie d'un centre-bourg, etc., etc. Ou aussi les expériences d'énergie citoyenne que je citais tout à l'heure, avec les premiers parcs éoliens en pays de Redon et en pays d'Ancenis. On a rencontré des collectifs qui travaillent sur les questions éducatives. Je pense à Graines de Savoir à Die, qui est une initiative autour de l'enseignement Montessori, ou bien la Maison de la Tour à Valory, en Drôme, qui installe des coopérations intéressantes entre des artistes, des artisans et des industriels pour fabriquer les œuvres, dans une logique d'essaimage et de mise en vie du territoire. On a rencontré aussi des initiatives autour de l'insertion et de l'emploi. Je pense au Jardin de Cocagne, qui, vous le savez, réinsère ou rapproche de l'emploi des personnes éloignées de l'emploi via le maraîchage bio, ou bien le collectif des Odettes, par exemple, à Lamastre, qui est un collectif de femmes qui travaillent sur l'emploi féminin en zone rurale. Et puis, on a aussi rencontré des gens qui ne sont pas animés, qui ne sont pas dans un projet commun, mais dans une logique de territoire, et j'y reviendrai dans un petit moment. Alors, pour mener à bien ces rencontres, comment on fait ? À ce jour, l'Observatoire de l'implicite, c'est 100 jours d'itinérance. Alors, déjà, vous vous dites peut-être itinérance, de quoi il parle, vous allez voir. 100 jours d'itinérance, la première a eu lieu au mois de mars dernier, où on est parti de Angers, vous voyez là-haut, Angers à Nantes, jusqu'à La Roche-sur-Yon, avec un petit passage en Bretagne. Donc là, on a rencontré 13 collectifs en 30 jours. Pourquoi ? Parce qu'on traverse ce territoire à pied, vous allez voir pourquoi dans un moment. La deuxième itinérance, elle a eu lieu en Drôme et en Ardèche au mois de mai, juin, juillet, enfin fin mai, début juillet de cette année, où on est parti un peu au-dessus de Valence, et puis on est monté au nord de l'Ardèche, et puis redescendu comme ça, et puis passé le Rhône de ce côté-là, et remonté vers Dieu-le-Fille, Cré, pour finir à Die. Et la troisième itinérance, elle vient de finir, puisqu'elle était du 10 octobre au 10 novembre. Et là, vous voyez, c'est un tour de Lot-et-Garonne, le département de Lot-et-Garonne, avec une pointe ici à Saint-Cernin-du-Raz, qui est au nord du département, et puis descendre vers les Landes, jusqu'ici au sud du département, du côté de Montcrabeau. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Festival des Menteurs, Montcrabeau. Remonter par Agen, passer plus à la limite du Quercy, ici, sur l'est du département, et puis revenir ici au centre. 100 jours d'itinérance, c'est ce qu'on a envie de vous dire là pour que vous compreniez, c'est comment ça se passe une itinérance, les étapes clés rapidement. Ça se passe avec déjà une approche à pied pour nous préparer à la rencontre. Donc grosso modo, on rencontre un collectif et on a 2 jours de marche pour aller sur ce territoire à la rencontre des gens. Dans l'itinérance, grosso modo, on cale ça sur 4 à 6 semaines, un mois, un peu plus, et notre objectif c'est de rencontrer une grosse douzaine de collectifs. C'est ce qui est
c'est ce qui est jouable. Cette marche de 2 jours, elle nous permet de connaître le territoire qu'entourent les porteurs de projets, dans lequel les porteurs de projets vivent. Elle nous permet aussi à nous de faire le vide, pour nous préparer à la rencontre, et ça, c'est quelque chose de très important. Le soir, quand on arrive, les gens nous attendent en général, parce que le rendez-vous est pris. Et donc, on prend le temps d'un dîner ensemble, d'un repas très simple. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils nous attendent, ils se préparent à notre attente et ils ont plein de questions. Ils ont plein de questions et nous, on a pas mal de questions aussi parce que, par principe, on essaie d'en savoir le minimum sur les gens que l'on rencontre avant de les rencontrer. Moi, en général, j'ai pris rendez-vous, donc je sais ce qu'ils font. Anne, en général, elle ne sait rien du tout. Vous savez, il y a cette phrase « ce que je connais de toi, c'est ce qui m'empêche de te découvrir ». Et donc, c'est vraiment très important pour nous, si on veut réussir cette plongée dans l'implicite, de partir avec le moins de préjugés possible, donc de moins connaître les gens. Et ce temps d'échange du soir, il nous permet de découvrir d'une manière informelle les initiatives qui animent les gens, comme le recyclage ici, Ardelaine, les Odettes dont je parlais tout à l'heure, etc. Et ça, ce temps qu'on passe là, qui semble sans agenda, enfin qui est sans agenda, il nous permet le lendemain de démarrer une journée de travail avec ce collectif. Et Anne va commencer à poser le cadre de nos échanges, et le cadre, il est fondé sur la bienveillance, le non-jugement, la liberté de répondre ou de ne pas répondre aux questions qu'on pose, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on démarre avec quelques questions très simples, pas beaucoup de questions, quelques questions très simples qui renvoient chacun finalement à une réflexion très très personnelle. Alors, ils ont un petit peu de temps pour clarifier leur idée, mais pas trop, vous allez le voir plus tard d'ailleurs, qu'ils ont assez peu de temps pour clarifier leurs idées. Et ce temps d'échange, tour à tour, chacun va exprimer ses raisons d'être dans ce projet, au cœur de ce projet. Qu'est-ce qui fait que la personne est là et s'implique là-dedans ? Et c'est très intéressant de voir que dans notre expérience, on a discuté avec des gens qui ont plus de 10 ans d'histoire commune ensemble, et à la fin de notre travail, de la journée, entre eux, ils se disaient, tu vois, ce que tu as dit là, jamais je ne l'ai entendu à ce jour. Donc c'est des gens qui pourtant bossaient ensemble. Là, les gens auxquels je pense, ça fait 30 ans qu'ils travaillaient sur ce projet en commun. Mais c'est donc une part qu'on explore assez peu et pourtant où se cache beaucoup de richesse. Et ce premier temps qu'on a passé ensemble, où chacun a écouté l'autre, finalement, il nous permet de passer à une deuxième phase après, qui là est une phase collective, où on va explorer ensemble des questions déroutantes. Déroutantes de manière à mettre les gens, non pas en inconfort, mais en déséquilibre. À se dire, et si on regardait les choses différemment ? J'en parlerai dans un petit moment un peu plus. Et enfin, on a un temps de travail où on se met à la place d'autres personnes, on va explorer d'autres manières de voir le projet, et toujours en s'appuyant sur tout ce qui a été dit avant. Et là, on voit que chacun au cœur du projet se dit « Ah mais finalement, je commence à comprendre des choses, si je me mets dans une autre position, si je regarde notre histoire d'un autre angle, des choses nouvelles apparaissent à partir de ce travail sur l'implicite. » On termine toujours notre journée de travail par un temps de feedback, parce que pour nous, c'est important que ce moment il soit utile pour nous, et on récupère énormément d'infos dans notre processus, mais il est important aussi qu'il soit utile pour les gens qu'on a rencontrés. Et le temps du feedback, il nous sert à ce que chacun formalise finalement les apprentissages, les prises de conscience qu'il a pu faire dans ce travail, de manière à ce que chacun puisse continuer à progresser après. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après-demain, on retourne sur les lieux des itinérances pour avoir une deuxième session d'échange avec ces gens-là. Évidemment, il faut faire un petit peu de marketing, donc on publie les petites vidéos sur une chaîne Dailymotion et on reprend la route. Et donc, vous avez compris qu'on reprend la route à pied et on va marcher 2 jours à nouveau pour atteindre la prochaine initiative. Et ces 2 jours, ils vont être hyper importants pour nous, pour décanter tout ce qui a pu se dire dans cet échange. Je trouve que c'est une journée magnifique. C'est une journée magnifique parce que moi, ça m'a poussé dans mes retranchements, ça m'a fait prendre des risques, limités, mais c'est très constructif. Je ressors de cette journée avec des outils personnels, des éléments concrets pour pouvoir poser des actions, aller de l'avant, et je me sens soutenue implicitement. De se rendre compte que finalement, il y avait des choses qui étaient liées plus à
à ce pourquoi les gens étaient autour de la table finalement. Donc pourquoi les gens, à un moment donné, même s'ils avaient une activité au sens pratique du terme, qui est la cuisine là en l'occurrence, pourquoi ils étaient venus vers nous, pourquoi vers le projet, pourquoi ils étaient là aujourd'hui, c'est qu'ils y cherchaient finalement des choses qui sont de l'ordre du fonctionnement humain, de l'être, et du coup que la cuisine bien sûr c'était un savoir-faire, etc. Mais que à travers les questions on se rend compte que les gens cherchent autre chose, et notamment dans des logiques de relation à l'autre, et que la coopération peut peut-être être une des solutions pour arriver à développer des projets. Comment j'ai vécu ce moment? Ça me donne faim. Voilà, dans ce genre de nourriture, c'est vraiment, j'en ai besoin de cette nourriture. Voilà, moi j'en demanderais plus. Plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces... Là je vous décrivais un peu comment ça se passe, le travail qu'on a décidé de mener et ces 100 jours d'itinérance. Pour quel usage? À quoi ça sert? Ça sert à 3 choses à notre avis. La première, c'est que la démarche que l'on a développée pour accéder à cette part implicite, elle nous semble juste et on en a plein de preuves aujourd'hui. Et on pense que cette démarche, elle peut avoir du sens pour tous ceux qui sont chargés de développement de territoire ou de développement d'initiatives coopératives ou collectives. Le deuxième usage, c'est qu'on a maintenant la conviction qu'on peut, grâce à ces itinérances et à ces travaux, mettre à jour des principes d'action de coopération. Pas des best practices ou des bonnes pratiques, des choses qu'on va pouvoir reproduire ici et là, mais surtout pas, mais des principes d'action, c'est-à-dire des points de vigilance sur lesquels il va falloir travailler, et sur chaque collectif va pouvoir travailler de manière différente, en fonction de son contexte, mais pour réussir les projets de coopération. Et c'est ces deux premiers éléments que je vais illustrer maintenant pour vous montrer où nous en sommes. Et à moyen terme, cela va nous permettre de aussi développer les capacités, développer les méthodologies pour développer les capacités pour mettre en œuvre ces principes d'action. Et c'est autour de cette traduction des principes d'action et des capacités que va se nouer le partenariat que l'on lance et dont Philippe Cerisier, que Philippe évoquait tout à l'heure, autour de l'Institut CDC pour la recherche, Toulouse Capitole et puis le Centre technologique APESA. Donc le premier sujet, apprendre à saisir l'implicite. Vous le savez, les marins disposent tous de cartes sous-marines qui montrent les repères invisibles car immergés, mais dont la connaissance est absolument vitale et essentielle pour naviguer à bon port. Et il n'y a pas un marin qui partirait en mer sans sa carte sous-marine. Quand il s'agit de coopération, quand il s'agit de développement de territoire, est-ce qu'on sait s'emparer de cette vision-là, la part qui est sous le niveau de la mer? Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est pour ça qu'on utilise tout le temps cet iceberg, parce que vous savez bien que c'est là que ça se joue, et que si je prends cette part-là et que j'essaye de la reproduire et de la poser ici, l'iceberg il va faire plouf, quoi. Il tient là parce qu'il s'appuie sur toute cette part sous-jacente. Le premier, et donc cette manière d'accéder à l'implicite, elle s'appuie sur 5 clés absolument fondamentales et essentielles. La première clé, elle est originale, vous allez me dire, dans le monde dans lequel on est, c'est de ralentir. C'est de prendre le temps. Vous avez vu que nos rencontres, elles demandent une soirée et une journée complète, et tous ensemble. Et donc il y a des lieux où on nous dit « mais c'est pas possible, vous n'y pensez pas ». Vous pourriez voir Pierre de 9h à 9h15 et Jacqueline de 9h15 à 9h30, et puis peut-être moi 1 heure, mais non, non, non. Il s'agit de projets collectifs, donc on passe ce temps en collectif. Et si on veut prendre le temps d'aller vraiment découvrir l'implicite, il faut juste prendre le temps. Donc on va choisir de prendre le temps de se rencontrer, d'échanger, de se questionner, de réfléchir, et on va même prendre le temps de se quitter, de manière à avoir du plaisir à se retrouver après. Et c'est vraiment un choix absolument essentiel qui est de prendre ce temps-là, et c'est ça qui permet à nos rencontres d'être absolument passionnantes et, je dois dire, parfois, et le plus souvent, assez magiques. J'ai bien aimé la démarche qui a été en 2 temps, donc la rencontre d'hier soir, de manière à être à l'aise et ensuite se rencontrer aujourd'hui. Comme je suis partie, j'avais qu'une hâte, c'était de revenir ce matin. J'étais un peu, sinon réticente. Je me demandais comment vous alliez poser les choses. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous les posez parce qu'on se sent dans la même dimension, même si vous ne faites pas la même chose, enfin, dans les mêmes interrogations. La dernière chose, c'est que je ne savais pas que j'allais en dire autant.
Quelque chose que l'Observatoire de l'implicite nous a proposé, prendre du temps pour s'interroger, alors qu'on est tous quelquefois surbookés par le travail et du coup de s'arrêter pour revenir peut-être à l'essentiel. Et j'ai bien apprécié la démarche dans le sens où on a l'impression de cheminer ensemble, de faire un bout de chemin ensemble en partageant des paroles, des valeurs, des croyances, donc de revenir à l'essentiel. Et puis, oui, de le faire dans la lenteur. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'être stressé dans la matinée, mais de le faire dans la lenteur. Mais qui nous permet justement peut-être d'aller au plus profond. Quand on est sur la route, on est obligé à certains moments de se reposer, de s'arrêter pour peut-être regarder où on va, ou pour peut-être prendre du temps. On a besoin de ça. Merci pour nous avoir permis de le faire. Qu'est-ce qui m'a marqué? Alors là, moi je suis très frustrée par le temps qu'on a passé ensemble. Franchement, si on peut revenir. Pourquoi on finit sur cette planche? Parce que c'est très drôle, parce que quand on prend nos rendez-vous, il faut lutter parfois pour accepter, que les gens acceptent de prendre ce temps-là. Et le commentaire de Jacqueline, là, c'est celui qu'on entend à chaque fois à la fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens se disent « mais j'aurais voulu plus de temps ». Et parce que finalement, entre-temps, ils ont réalisé que ce temps leur était utile. Moi, j'avais un boss pendant des années qui m'a enseigné « aller lentement pour aller vite ». Je peux vous dire que les 2 jours de stop et de pause qu'on met là, je pense que dans bien des collectifs, ces 2 jours, les gens les récupèrent parce qu'ils comprennent des choses nouvelles sur leur projet. Le deuxième principe, la deuxième clé pour réussir cette plongée dans l'implicite, c'est cette histoire de lente itinérance à pied. Pourquoi on marche? Il y a 2 raisons. La première, c'est que traverser le territoire à pied nous permet de voir des choses que l'on ne verrait pas autrement. Et ces choses-là, elles influent sur les territoires. On vous montrera dans un instant, tout le monde sait que les femmes et les hommes façonnent les territoires dans lesquels ils habitent. C'est évident. La réciproque est vraie aussi. Et vous verrez quelques exemples où on voit que le territoire façonne les personnes et les habitudes qui se développent sur ce territoire-là. Et donc pour nous, c'est hyper important de prendre le temps, là encore, de découvrir, de sentir cela. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième, c'est que le processus de marche est un processus qui nous permet à nous de décanter, mais je vais y revenir dans un petit instant. La façon dont vous venez, de venir à pied, c'est déjà une humilité. Donc, on peut savoir quand on s'attend à recevoir des gens dans la simplicité. Vous venez dépouiller de bien des oripeaux, des gens qui sont avec le cartable, etc. Quoi, les choses dont on s'entoure quand on fait des reportages. Et puis j'aime bien la manière dont vous êtes arrivé en voiture. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'aime bien votre démarche de venir à pied. Je trouve que c'est un endroit qui est perdu, qui se mérite un peu, tu vois. Je pense que les gens qui arrivent jusqu'ici, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais ils ont quand même réussi à arriver jusqu'ici, ce qui est pas facile. Et donc le fait de le faire à pied et tout, je trouve ça, je trouve que ça colle au lieu. La troisième clé pour réussir cette plongée, c'est la mise en auto-observation et l'introspection. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de poser des questions de manière à repartir après avec ce matériau et à essayer de l'interpréter a posteriori. Il s'agit pour nous de poser des questions qui amènent notre interlocuteur à accéder lui-même à sa part d'implicite. C'est-à-dire à regarder lui-même, à découvrir lui-même des choses nouvelles sur lui, sur son territoire, sur le projet, etc. Et c'est cette maïeutique-là qui fait que l'Observatoire de l'implicite, évidemment, il est utile pour notre Institut des territoires coopératifs, mais il est utile également pour les gens qu'on rencontre parce que le propos, c'est qu'eux se découvrent eux-mêmes et accèdent à leur propre implicite. En ce sens, notre questionnement, c'est un questionnement introspectif et il y a la deuxième partie de l'introspection qui est la nôtre. Comment nous, on gère notre introspection et c'est là que la marche
joue aussi tout son rôle. Béatrice Barras d'Ardelaine, qui devait être là, mais qui finalement a dû décommander hier soir, nous le disait en disant cette phrase assez marrante, quand on marche, il y a tout qui tombe dans les pieds, et il n'y a que l'essentiel qui remonte à la tête. Et c'est exactement ça, la marche nous permet d'être dans un processus de décantation, qui fait que les 2 jours qui suivent ces rencontres, on n'y réfléchit pas, et en même temps, inconsciemment, des liens se font entre ce qui a été dit à un endroit, à un autre, une observation du territoire, etc. Et une clé de compréhension nouvelle apparaît. Cette journée, ça a permis de voir qu'on était tous différents, des objectifs communs, et ça a appris à nous connaître et à se connaître soi-même. C'était très profond, oui, d'être plus à l'écoute de l'autre, justement pour savoir lui apporter des réponses, et en même temps d'être à sa propre écoute pour voir ses propres freins, ses propres défauts, ses propres choses à améliorer. J'ai beaucoup apprécié la qualité d'écoute, la façon dont souvent tu reformules nos propos. Ça me permet d'avoir une distance par rapport à ce que je viens de dire et de vérifier est-ce que j'ai bien vraiment dit ça, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais dire. Donc je prends du recul, ça c'est précieux, je vous remercie. Aujourd'hui, toi, tu passais pour mettre en place des modalités pour utiliser le lieu, ouais. Et finalement, tu as été kidnappé par l'Observatoire de l'implicite. Tu as passé tout ce temps-là avec nous. Qu'est-ce que tu en retires? Un enrichissement incroyable, parce que ça m'a... En plus, j'ai trouvé que c'était très introspectif, parce que ça permet vraiment de se poser les questions. Pourquoi on fait ce projet pour nous? Qu'est-ce qu'on va chercher au plus profond de nous? D'écouter les autres aussi, de comprendre, de voir tous les points communs qu'on peut avoir, et puis de réaliser qu'en fait il y a quelque chose de possible, en fait, il y a encore de l'espoir. Moi je trouve que depuis que j'ai relancé mon projet, je vois des portes qui s'ouvraient pas auparavant, parce que en fait je suis tellement dans l'émulation que ça provoque chez les autres quelque chose, une envie de partager, de travailler ensemble. Donc là, cet observatoire de l'implicite, je trouve ça génial. Apprendre à être au clair sur nos envies et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de prendre part à un projet, en fait, à titre personnel, quoi. Faire un petit check-up de c'est quoi, pourquoi je suis là, et ça fait du bien que chacun pose des mots dessus, parce que là on voit les résonances, les convergences, et ça fait du bien d'être au clair sur ça, enfin voilà, poser les mots. Ce qui est intéressant avec des journées comme ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est de parler de soi dans une organisation. Donc voilà, comment est-ce qu'on reste un individu et un jeu dans un nous, et puis de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, type c'est quoi les avantages d'échouer. Après c'est court, en même temps c'est long parce que c'est quand même dense, enfin c'est quand même intense on va dire, mais en même temps ça ouvre plein de portes. La 4e clé pour réussir cette plongée dans l'implicite, c'est de savoir faire un pas de côté. La vue de la tour Eiffel que vous voyez là, elle vous montre des détails qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pourtant, ces détails ils sont réels, évidemment. Et donc, c'est intéressant de faire ce pas de côté, et dans notre protocole, on amène les gens, finalement, à partir d'un certain moment, à changer de regard, à se dérouter, à regarder les choses autrement. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est sur la forme, cette écoute. Cette écoute qu'on ne prend pas assez souvent, pas forcément que les institutionnels, mais au fait d'être tout le monde associé dans cette démarche coopérative où tout le monde participe, donne ses idées, et surtout qu'on écoute ce que les autres ont à dire. Ça, je pense que ça manque beaucoup actuellement dans la société. Tout le monde s'est livré avec confiance. J'ai bien aimé tout à l'heure quand on a sorti, donc, qu'est-ce qui nous intéressait le plus, à rester chez nous. Quels sont les points faibles qui nous auraient dit ne restez pas chez nous, partez, ou les gens qui partent. Je pense que ça c'était assez riche d'enseignement pour pouvoir après élaborer des pistes à partir de là. J'ai bien aimé ça. Ce que je retiens, c'est effectivement cette notion de la diversité des regards que l'on porte tous en fonction de nos trajectoires personnelles. À quel point c'est prégnant. Et effectivement, ce déplacement là de regard aussi par ce que vous mettez en place est intéressant parce qu'on est obligé de le déplacer, ce regard. Et puis la dernière clé pour réussir la plongée, c'est de savoir saisir ce qui se passe. Et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas nos rencontres avec un questionnaire, avec une liste de sujets à aborder qu'il ne faudrait surtout pas oublier, etc. On part avec rien de tout ça,
Et parce que finalement, et c'est cette disponibilité qui nous permet de voir, d'entendre ce qui se passe au moment où ça se passe et d'explorer ça et uniquement ça. Du plaisir parce que hier soir, parce qu'on s'est quitté, on s'est donné rendez-vous pour une matinée découverte. Et là, on n'avait pas à réfléchir, puisqu'on n'avait rien à préparer. Et ça, c'est confortable. Et deuxièmement, la curiosité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que on y va? Vraiment, c'est la découverte. J'ai trouvé ça très bien. J'ai terriblement souffert du fait qu'on n'ait pas un planning précis du déroulement de la journée. Non, mais non, au contraire, c'est cool comme ça. Et justement, j'ai l'impression que c'est ça que ça apporte. On se laisse porter. On se laisse porter et c'est hyper agréable et j'ai l'impression que pour nous c'est tout bénéfice. Se rencontrer aujourd'hui sans savoir vraiment pourquoi on est là, mais c'est ce qui je pense est important puisqu'on n'a pas le temps de se faire des scénarios dans la tête en se disant peut-être je vais dire ça parce que j'ai envie de développer ça, ça ou ça. Au contraire, c'était un ressenti plus personnel. Moi je trouve que c'est bien des fois de partir sur des choses, pas savoir où on va. On arrive à des résultats auxquels on ne s'attend pas du tout. Qu'on ait un temps de réflexion comme ça très court, c'est pas une mauvaise chose parce que ça permet une certaine spontanéité. C'est-à-dire que si on réfléchit trop longtemps, on élabore nos projets, nos théories, et en quelque sorte on la modifie un peu, souvent à notre avantage d'ailleurs, et trop réfléchir quelquefois, c'est se mettre dans un carcan. Et ça, c'est dans nos clés de réussite, il y a ces 5 clés dont on parle là. Il y en a 2 sur lesquelles les gens sont souvent résistants, c'est celle du temps. Ah non, on n'a pas ce temps. Et la deuxième, c'est celle-là, c'est-à-dire, mais donnez-moi quand même un ordre du jour de ce qu'on va se dire, de comment ça va se passer, etc. Donc de toutes ces choses qu'on aurait besoin pour faire fonctionner notre tête, mais qui, si on rentrait dans ce jeu-là, nous empêcheraient de faire fonctionner le reste. Alors, ça, c'est les 5 clés que nous, on utilise. Et effectivement, derrière chacune de ces clés, il y a un protocole extrêmement précis. Et je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être utile pour les gens chargés de développement de territoire, par exemple. Et à ce titre-là, la dernière itinérance qu'on vient de finir était l'objet d'un partenariat avec le Conseil départemental de Lot-et-Garonne et le Comité départemental du tourisme. Et l'objet de ce partenariat était double. Il s'agissait, d'une part, le CDT de Lot-et-Garonne actuellement mène une démarche, je dirais, de concertation sur la stratégie touristique du département. Donc c'est une démarche assez classique de co-construction d'une stratégie touristique, d'une politique touristique en impliquant les acteurs professionnels, les collectivités qui ont la compétence tourisme, etc., etc. Et le premier intérêt qu'ils voyaient dans le fait d'avoir une itinérance spécifique sur le département était de s'assurer que, par l'Observatoire de l'implicite, ils pouvaient s'assurer que leur stratégie était en phase, en cohérence avec l'identité du territoire telle que les gens la vivent réellement. Pas comme on la raconte, pas le regard qu'on porte sur ce département de Lot-et-Garonne et ses paysages, etc., etc., mais sur la manière dont les gens le vivent et l'habitent de l'intérieur. Et donc, le but de notre itinérance était une plongée au cœur de l'implicite, pas du projet, mais du territoire. On a remplacé le mot projet par territoire et on a gardé exactement le même protocole. Donc ça, c'était l'un des premiers objets de ce partenariat, c'est qu'ils puissent s'appuyer pour bâtir leur stratégie touristique sur cette image réelle. Et on voit déjà, on est en plein débriefing, là, elle vient de se terminer, mais on voit déjà que l'itinérance va apporter soit des repriorisations par rapport à leur stratégie, c'est-à-dire des choses qu'il faudra faire, oui, mais dans un ordre différent, pour que ça colle avec la vie du territoire, soit des choses qu'il faudra faire et qui touchent pas forcément de très près le tourisme, mais touchent plus l'identité du territoire, et où il y a pas mal de pistes. Et puis le deuxième objet de cette expérimentation, et c'est celui qui nous intéressait le plus de notre point de vue, c'était que la décision avait été prise que des agents territoriaux du département et des chargés de mission du comité départemental du tourisme suivraient le protocole intégralement avec nous. C'est-à-dire que pour nos 8 rencontres, on avait à chaque fois 2 chargés de mission ou agents territoriaux du département et du CDT qui étaient à la rencontre du soir, étaient à la rencontre du lendemain et faisaient la marche avec nous.
de manière à ce qu'eux-mêmes s'approprient cette manière de faire et de regarder leur territoire différemment. Avant de mettre ça en place, il a fallu un petit peu de travail, c'était pas évident, mais voilà ce que 2 personnes en disent aujourd'hui. Je l'ai super bien vécu, ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup aimé notre marche, parce que je ne suis pas du tout une randonneuse, donc vous le saviez. Oui. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce moment-là, qui effectivement, je comprends aujourd'hui l'intérêt de ce moment-là, effectivement, pour après la rencontre du soir et la rencontre d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'a plu, c'est cette approche totalement différente de ce qu'on peut connaître, par cette mise à nu, en fait, et cette approche par soi. Je vous ai entendu parler du Lot-et-Garonne, de ce pays, de cet enracinement, mais à travers vous. Vous n'étiez plus des institutionnels, des représentants de structures, mais vous étiez, vous, personnalité à part entière, et c'est ce qui m'a plu, parce que c'est que comme ça qu'on peut véritablement investir son territoire. Et c'est comme ça que d'ailleurs vous occupez les fonctions que vous avez, c'est parce que vous êtes vous, et pas simplement parce que vous faites. Et cette approche innovante, vraiment, m'a beaucoup apporté. Je pourrais effectivement investir dans des animations d'ateliers, dans des conduites de projets, de faire parler davantage les gens, mais en fonction de ce qu'ils sont, et pas en fonction de ce qu'ils représentent. Ça, c'est la première séquence, et sur la démarche, la méthodologie et à quoi elle peut servir. On voulait aussi vous montrer des illustrations d'observations que l'on a pu faire, d'homologie entre le territoire et les comportements. Et ce n'est pas des observations qu'on a faites, nous, a posteriori, mais c'est le fait que notre randonnée, les échanges qu'on a pu susciter, etc., ont permis de mettre à jour ces éléments-là. J'ai quelques exemples là que je voudrais vous montrer. La Loire, vous le savez, on dit que c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'est-à-dire qu'elle déborde, elle n'est pas canalisée, et entre Angers et Nantes, elle déborde, et l'hiver, elle prend une très très large bande de terre. Ces terres, elles n'ont pas de valeur patrimoniale, puisqu'elles sont inondées une grande partie de l'année, et donc depuis très longtemps, c'est des terres communales qui sont gérées, finalement, par la communauté comme un bien commun, et depuis très longtemps. Et quand on discute avec Samuel, qui est ce paysan boulanger ici, on ne comprend pas très bien au début ce qu'il vous explique, parce qu'on met du temps à comprendre que quand il parle des rotations et du plan d'assolement de ces cultures, il nous parle de 13 hectares alors qu'il n'en possède que 3 ou 4. Et on met du temps à réaliser qu'en fait, il gère le plan de rotation, le plan d'assolement avec ses voisins, sur l'ensemble des terres. Comme si finalement, il y avait une sorte de compétence implicite, une compétence inconsciente dans ce territoire qui est de savoir gérer un espace commun. C'est quelque chose là qui est très spécifique à cette région qu'on ne trouve pas dans d'autres régions. Exemple, en Lot-et-Garonne, ça c'est une petite carte d'état-major, enfin, on ne dit plus état-major, mais voilà. Mais on voit l'habitat extrêmement dispersé de Lot-et-Garonne avec des grosses fermes très isolées, la suivante est là-bas, et ça c'est vraiment un paysage assez typique, et un paysage encore aujourd'hui avec une polyculture extrêmement présente. Et il y a un géographe en 1945 qui écrivait un texte là-dessus où il soulignait que ce cloisonnement des propriétés, le fait de faire des choix de modèles de polyculture était finalement la recherche d'un modèle d'autosuffisance, signe d'une culture plus individualiste. Aujourd'hui encore, l'assolement des cultures en Lot-et-Garonne, il est fait, chacun décide dans son coin, quoi. Il y a très très peu de démarches collectives à ce niveau-là. Et ce n'est pas une surprise du coup, nous, quand on traverse le territoire et qu'on voit les différences de stratégie d'une collectivité, d'une communauté de communes à une autre, etc., on voit que finalement, les territoires sont cloisonnés et en concurrence les uns avec les autres. Là encore, il y a une homologie entre l'histoire du territoire, son paysage, la manière dont il s'est créé et les comportements qui se développent dessus. Vous voyez bien que si on prend la recette de coopération de Samuel, le paysan boulanger, et qu'on se dit bah, t'as qu'à faire pareil, à un gars ici en Lot-et-Garonne, il aura peut-être plus de difficultés, parce qu'il ne pourra pas s'appuyer sur cette compétence-là. Troisième exemple, Nantes. La ville de Nantes, on ne la connaissait pas avant de faire notre randonnée là-bas, et on l'a appelée Nantes la facétieuse, nous, parce qu'on était assez fascinés, certains de vous connaissent sûrement cette ville, par l'incroyable créativité. On a l'impression que ça déborde dans tous les sens, quoi.
de ces bancs tordus, qui fait que quand on est là, on est presque obligé de devenir amoureux de la personne qui est là, parce qu'on glisse dessus, donc c'est quand même humoristique, non? Les bancs géants ou tout petits, les bancs processionnaires dans le parc, le panneau de basket, là où on peut jouer à la même partie ensemble, même si je suis un gamin tout petit qui joue avec un géant, ou bien la table de pique-nique qui est installée au milieu du rond-point, les machines de Nantes, bon, comme si le fait d'avoir une créativité institutionnelle comme ça dans la ville créait aussi des habitants qui débordent d'initiatives décalées. Ça, c'est un poulailler qui a été installé là dans une rue, un poulailler coopératif. Les gens, ils ont des poules, ils s'entretiennent ça en commun, c'est dans la rue, etc. Et donc là encore, il y a un croisement entre un territoire où finalement on permet tout, avec des comportements sur ce territoire où on l'investit et finalement aussi on devient audacieux soi-même. Retour en Lot-et-Garonne ici, qui est un département qui a été marqué par 2 siècles d'immigration. Et ça part depuis la fin du Premier Empire avec une première vague d'émigrés espagnols, et puis il y a eu des vagues successives d'émigration espagnole, notamment avec les républicains plus récemment. Une vague d'émigration au tout début du siècle avec des immigrations asiatiques pour venir travailler en Lot-et-Garonne, une vague d'émigration bretonne au sortir de la Première Guerre mondiale pour repeupler le pays, une vague d'émigration donc espagnole qui revient ici. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Alsaciens qui débarquent et qui vont se réfugier en Lot-et-Garonne. Des vagues d'émigration italienne, alors là, multiples, successives, il y en a eu plein de différentes notions. Une vague d'émigration indo-chinoise à la fin, au moment de la décolonisation, et puis depuis une vague d'émigration algérienne à la fin de la guerre d'Algérie, et plus récemment encore des vagues d'émigration portugaise et marocaine, notamment liées à l'agriculture. Et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, ces émigrants, quand on les fait parler, ou les enfants, ou les petits-enfants, ou les descendants, quand on les fait parler, ils racontent que leurs parents ont tout fait pour se gommer, pour rentrer dans le moule, pour être acceptés, pour être intégrés, pour qu'on ne dise plus à l'école sale rital, etc. Et c'est très intéressant de voir qu'à force d'avoir gommé toutes ces aspérités, toutes ces identités, aujourd'hui on est un département qui cherche son identité culturelle. Si vous regardez dans le journal, il n'est pas très souvent les élus, les gens du territoire se posent la question de l'identité culturelle du département et a du mal finalement à valoriser cette incroyable diversité qui pourrait faire sa force. Donc ça c'est un point historique, et puis là un dernier point qui est géographique. Dans les Mauges, entre Angers et Nantes toujours, on a des coulées qui sont des fractures dans le territoire, des fractures géologiques, qui sont assez profondes finalement, même s'il n'y a pas beaucoup de relief, et qui isolent vraiment les territoires. Vous voyez ce village-là, il est vraiment isolé de celui-ci, qui est à 4 km là, par tout un tas de coulées, et nous on les a expérimentés parce que le temps de randonnée de là à là est toujours plus long que prévu parce qu'il faut faire des détours. Et donc ce territoire, il est comme ça, morcelé par ces fameuses coulées, et il y a une asso qui avait l'idée de créer un festival et de faire circuler ce festival de village en village. Et quand on les questionne, au bout d'un moment, il leur apparaît à eux que les 3 éditions des festivals sont toujours restées dans le même village. C'est-à-dire que leur intention de départ, de faire circuler l'événement, s'était heurtée au paysage qui fait que finalement, on reste chez soi et c'est quelque part plus fort que nous. Donc là encore, des freins, des homologies, vous voyez, entre le territoire et le comportement. Et ça, c'est des choses qu'il est important de pouvoir saisir si on veut mettre en place des projets quelque part. Oui, et dernier point que je voulais souligner ici, on pourrait se dire, nous, ces 5 exemples-là, qui sont très divers, il y a des exemples qui sont géographiques, historiques, paysagers, etc., sociologiques, ils nous montrent aussi le bien fondé de notre démarche, qui est une démarche de questionnement et de maïeutique, plutôt qu'une démarche d'approche spécialiste. On pourrait avoir une approche de géographe qui part et qui regarde. On pourrait avoir une démarche d'historien, et un géographe dirait sur le Lot-et-Garonne, bah oui c'est clair, un historien dirait bah oui c'est clair, on le sait déjà tout ça. Sauf que l'approche qui est par l'observation et par le questionnement nous permet de mettre ça en lien dans une vision transdisciplinaire, et ça je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Dernière séquence, quelques premiers résultats, et on voudrait vous montrer quelques exemples qu'on voit émerger de ce qui deviendra, quand on aura mené à bien le travail pour lequel l'Institut CDC nous fait confiance, seront des principes d'action de la coopération.
Et la démarche qu'on a est la suivante, c'est-à-dire que bien souvent on part de situations à faire évoluer, on se dit voilà les actions à mettre en œuvre, et à partir de ça on essaye de tirer des bonnes pratiques. Le chemin qu'on a, et un parti pris différent, c'est de faire cette plongée par l'implicite, c'est-à-dire à partir des situations à faire évoluer, de la situation présente, de dégager des éléments de compréhension intellectuelle liés au contexte, à l'histoire, plus ou moins visibles, de petit à petit s'interroger et apprendre à reconnaître des signaux faibles, de manière à mettre en avant les rouages profonds de cette coopération qui sont liés à l'identité de chacun. Et qui nous permettent d'identifier évidemment ce qui motive l'action, mais aussi ce qui motive des non-actions. L'exemple du festival qui ne tourne pas, quoi. Il devait tourner, il ne tourne pas. Et si on dit pourquoi, bah ouais, mais c'est plus difficile parce que là on a toute l'infrastructure ici. Voilà, donc c'est typiquement des résistances, oui. Ou bien des contre-actions, c'est-à-dire des actions quasiment de sabotage, hein, où finalement, consciemment ou non, on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire pour développer le projet. Et donc à partir de là, ça nous permet de mettre en avant des principes d'action, et de ces principes d'action, d'identifier les capacités à développer pour les mettre en œuvre. Voilà. Et donc, je crois qu'on a 6 exemples là qu'on voudrait vous donner. Il nous est arrivé souvent de voir des projets où il y a des valeurs qui sont proclamées et qui sont finalement contredites par des comportements spontanés. Comportements spontanés, des comportements un peu réflexes, pas forcément réfléchis. Un exemple ici avec une épicerie associative qui a pour objectif de redynamiser un centre-bourg et de favoriser des circuits courts, et où finalement en travaillant avec eux, ils se rendent compte qu'il y a des producteurs de lait, il y a des producteurs de lait bio qui se détournent de leur épicerie associative. C'est quand même paradoxal, elle est faite pour eux. Et finalement, en travaillant avec eux, ils se rendent compte que c'est leur propre comportement. Ils valorisent tellement le circuit court et ils ont une telle dévalorisation du supermarché du coin que le producteur de lait qui vend 10% de sa production à l'épicerie et 90% de sa production au supermarché du coin, qui est un Super U en l'occurrence, eh ben, il se sent jugé finalement par ce comportement un peu clivant. Et finalement, il préfère se détourner parce que son chiffre d'affaires, il est là. Et on voit bien que là, on a un comportement spontané qui va à l'encontre des valeurs mêmes qui sont prônées de manière parfaitement sincère, bien sûr, par les acteurs de ce projet. Et donc, comprendre ne suffit pas pour agir. On a nous-mêmes nos propres incohérences. Comment on apprend à les reconnaître? Comment on apprend à les rendre visibles à soi-même? Et choisir, c'est renoncer aussi. Si on veut développer, si on veut avoir cette personne-là avec nous, qu'est-ce que ça implique comme changement pour nous? Et donc, accorder intention et comportement, là, il y a un principe d'action qui est essentiel, et vous imaginez bien que les capacités à mettre en œuvre pour développer ça, elles sont profondes, elles vont toucher à chacun de nous. Deuxième exemple, on a un projet, on voit beaucoup de projets où un problème particulier devient tellement important qu'il fait oublier tout le reste. Et finalement, on perd de vue la mission, l'objectif qu'on s'était fixé. Ça, c'est un exemple d'un projet intéressant de construire un éco-hameau dédié à l'agriculture dans la montagne ardéchoise pour relocaliser en montagne l'agriculture de plaine qui glisse vers la plaine, évidemment, et qui amène des terres de plus en plus désertiques. Sauf que pour construire cet éco-hameau, il y a un petit problème, c'est qu'il faudrait le construire dans une zone qui évidemment est non constructible, avec un PLU qui dit ça. Et donc la négociation du plan local d'urbanisme devient le problème majeur qui fait qu'on oublie absolument tout le reste. Au risque même de perdre la finalité du projet qui est de relocaliser de l'agriculture de montagne. Donc un projet éminemment écologique finalement. Et donc on voit bien qu'il y a un principe d'action qui est très clair, c'est de savoir discerner ce qui est du domaine des objectifs, des finalités et des obstacles. Ça, c'est facile à dire au début du projet. La question clé, c'est savoir discerner cela et garder cette distinction tout au long du cycle de vie. Et ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Troisième exemple, c'est des principes d'action où on se rend compte que bien souvent, certains projets sont motivés par une lutte contre quelque chose, en réaction à quelque chose. Par exemple, projets de monnaie locale, qui sont souvent des projets qui sont construits contre une économie qui n'est pas jugée comme vertueuse, parce que mondialisée, etc., etc. Et on voit pas mal de monnaies locales où il y a une progression très nette au départ,
et puis une stagnation, et petit à petit une régression. Et ce phénomène vient assez vite finalement. Et quand on regarde ça avec les acteurs, ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont finalement tiraillés par deux choses. Une monnaie locale, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle soit très largement partagée. Mais en même temps, on a des valeurs très fortes qui fait que, ah ben non, tel type de commerce, on ne va pas leur donner notre monnaie locale quand même. Parce qu'ils ne sont pas assez bien, entre guillemets. Et on voit bien que cette lutte contre un certain modèle va venir à l'encontre même du développement du projet. Et donc il y a un principe d'action qui est super important, c'est apprendre à reconnaître ces luttes. Il ne s'agit pas de ne pas lutter contre quelque chose, mais il s'agit de se dire comment je fais pour transcender cette lutte dans un projet positif qui va pouvoir agréger. Si je compare cet exemple-là de la monnaie locale avec une approche réussie, quand on a parlé des champs d'énergie éolienne avec les acteurs du pays d'Ancenis ou du pays de Redon, jamais dans nos 2 jours d'échange, jamais la discussion de l'énergie nucléaire n'a été posée. Pourtant, c'était bien sans doute, pour une partie des acteurs, l'une des motivations à la base du projet. Mais ça n'est plus évoqué. Leur engagement est totalement dévoué à autre chose qui n'est plus lutter contre, mais qui est construire ce nouveau projet-là. Là encore, vous voyez que sous-jacent derrière ça, il y a des questions de travail sur soi-même et faire évoluer ses propres représentations qui sont importantes. Exemple suivant, on voit, alors ça c'est quelque chose quand même de très très intéressant, c'est que toutes les initiatives que l'on a pu voir à ce jour et qui sont jugées comme des expériences remarquables. Je pense à Ardelaine, qui est une expérience remarquable en Ardèche, où Ardelaine maintenant se positionne aujourd'hui comme une coopérative de territoire. C'est même plus une coopérative de laine et de production de laine, c'est une coopérative de territoire. Je pense au pôle territorial de coopération économique de Romans-sur-Isère, qui a été le premier PTCE. Je pense à d'autres initiatives comme... Bon, j'ai plus d'exemples là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces initiatives réussies sont aujourd'hui à un endroit où personne n'imaginait qu'elles seraient au moment où ils l'ont mise en place. C'est-à-dire que ces initiatives ne sont pas le résultat d'une planification stratégique, où on se définit un plan et on se dit on veut aller là et donc tac 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 on construit un plan extrêmement méthodique. Non, 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 non. Ces initiatives se sont construites et ont réussi par non pas une capacité de projection, mais une capacité à faire face aux situations présentes qu'ils rencontraient au présent. Et c'est ça qui fait leur force. Et à chaque fois qu'un problème nouveau arrivait, leur capacité à faire face à ce nouveau problème est petit à petit à croître. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une vision claire de ce que l'on veut, de la vision dans laquelle on se dirige. Mais la matérialisation de cette vision, elle n'est pas figée. Et pourtant, on a vu pas mal de projets qui confondent anticipation et projection, qui mettent beaucoup d'énergie dans la planification stratégique, qui mettent beaucoup d'énergie dans ça, au lieu de développer les capacités dont elles ont besoin aujourd'hui pour parcourir le chemin pour aller au résultat voulu. Comme par exemple cet asso qui veut redynamiser des questions d'emploi sur un territoire et qui est en train de se mettre à écrire des règles de gouvernance d'un truc très complexe avec tout un tas d'acteurs territoriaux, etc., avant même finalement d'avoir les acteurs du projet autour de la table vraiment. Donc savoir saisir ce qui est et faire face au présent quand il arrive, c'est certainement un principe d'action essentiel que l'on a vu dans toutes les expériences réussies. Et puis je crois que c'est le dernier exemple, l'avant-dernier me dit Anne. L'avant-dernier exemple, on a vu des projets aussi qui sont face à des questions extrêmement difficiles. Des questions qui peuvent être techniques, des questions qui sont lourdes, difficiles, qui mettent beaucoup de choses en question, qui doivent faire appel à beaucoup de connaissances, etc. Et là, parfois, il y a une tentation qui est d'aller chercher des experts qui savent et qui vont donc nous dire et nous apporter la réponse. Et on s'est rendu compte en regardant les collectifs qui réussissent bien que ce n'est pas les réponses qui comptent. Ce qui compte et ce qui forme la force du collectif, c'est sa capacité à se saisir collectivement de la question. Peu importe la réponse finalement. Toutes les expériences que l'on a vues
répondent à ce critère-là. On a vu, par exemple, des personnes dans l'habitat partagé qui espéraient chercher dans des bonnes pratiques des modèles pour régler des questions aussi importantes que quelle est la partie que je garde pour moi et privée et protégée, où mon intimité est préservée, avec quelles sont les parties qu'on met en commun. Mais vous voyez bien que des bonnes pratiques ne vont rien répondre à ça. La question, c'est quelle est votre réponse et quelle est votre réponse. Et comment, si vous avez décidé de partager l'habitat ensemble, comment vous allez trouver quelque chose qui va répondre à chacun des préoccupations. Et c'est en construisant ces questions-là que l'on va réussir. Et on a vu ça aussi d'une manière assez intéressante dans les collectifs qui durent et qui arrivent à se passer le flambeau, où il y a une génération qui passe le flambeau à une autre. Le succès de ces générations-là qui réussissent à passer le flambeau, il réside là. Il réside à se dire, nouvelle génération arrive, question se pose. Nous, quand on a eu telle question qui s'est posée, voilà comment on s'est posé la question, voilà comment on a fait pour répondre. Aujourd'hui, comment allez-vous faire? Plutôt que de passer la réponse d'une manière immuable, c'est responsabiliser la nouvelle génération qui reprend le flambeau pour qu'elle perpétue ce processus de questionnement collectif. Pour ça, il faut apprendre à ne pas chercher à éviter l'inconfort des questions et des questions qui dérangent, et au contraire à les traiter. Ça renforce le point précédent, savoir ce qui est, savoir saisir ce qui se passe au moment où ça se passe. Et puis le dernier principe d'action, où là on sait déjà qu'il y aura beaucoup de choses à écrire et des choses très multiples, c'est tout ce qui tourne autour de la question de la place. On a vu des collectifs qui s'essoufflent. Je pense à cette association où les gens étaient à un moment très contents de dire ici, tout le monde a pris sa place. Et en même temps, quand on regarde qui prend les décisions, il y a deux personnes qui prennent les décisions. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont su trouver vraiment leur place. Et tout un tas d'autres qui ne sont pas là parce que peut-être ils n'ont pas su trouver leur place d'une manière claire. On a vu beaucoup de choses autour de la place, la question de envahir l'autre, disparaître devant lui, oublier que l'autre existe et a ses propres réponses, c'est-à-dire on se met à penser à la place des autres, plutôt que de leur demander, ou bien quelque chose aussi que l'on a vu très fréquemment, croire que l'on existe parce que l'on fait. Et à partir du moment où je crois que c'est parce que je fais que j'existe, il faut vraiment que je garde la place, parce que sinon je n'existe plus. Et donc on voit qu'on a ici énormément de choses qui sont liées à l'incapacité de transmettre l'élan d'initiative coopérative et qui explique le fait que parfois elle s'essouffle ou bien on passe des cycles comme ça et le flambeau n'arrive pas à se perpétuer. Donc savoir occuper sa place, rien que sa place, mais toute sa place, et pas démissionner de sa place, c'est effectivement un principe d'action qui là encore renvoie à des capacités très profondes. Voilà donc six principes d'action que l'on voulait mettre en avant et qui sont les premiers résultats de ces premières itinérances. Il y en aura sans doute quelques autres, peut-être ils s'affineront avec le temps, et puis dans un deuxième temps, on travaillera sur comment on fait pour développer les capacités, pour mettre ces principes d'action en vie, qui soient vraiment actionnables. Déjà, ce qu'il y a d'important, si on revoit la phrase de Nesbitt ici, c'est qu'on voit très clairement, et là il y a plein de gens qui disent ça depuis déjà fort longtemps, mais qu'il ne peut pas y avoir de transformation collective sans transformation individuelle et personnelle. Et donc, on ne peut pas espérer changer quelque chose collectivement si on n'est pas en capacité soi-même à transformer des choses profondes en soi. On a vu que tous ces principes d'action qu'on a vus précédemment, ils jouent sur des deux tableaux, un tableau collectif, un tableau individuel, et la transformation collective et la transformation personnelle, les deux sont totalement interdépendantes. Et ça, c'est une ligne rouge, c'est un fil rouge pour nous qu'il faudra garder quand on sera sur le travail du développement des capacités à mettre en œuvre pour mettre ces principes d'action en place. Voilà, alors c'est la dernière planche, je crois, ou presque. Quelles sont les perspectives que l'on a pour nous à aujourd'hui? Déjà, on est très heureux d'avoir ce partenariat de recherche-action où, à partir de la matière qu'on a récoltée dans ces 3 itinérances, on a des dizaines d'heures d'entretien audio, des centaines de pages de notes, etc. On va pouvoir travailler avec l'Université de Toulouse, avec APESA,
pour formaliser, cristalliser ces principes d'action. On a aussi des projets qui peuvent se mettre en place autour d'itinérance thématique, c'est-à-dire quand on parle d'Institut des territoires coopératifs, un territoire c'est pas forcément une entité géographique, il peut y avoir des territoriaux. La santé, puisqu'on parle de ça Thierry, la santé ça peut être considéré comme un territoire à explorer, on peut regarder les dynamiques coopératives qui peuvent se jouer là-dedans, l'application entre santé et territoire, etc. C'est juste un exemple, mais il nous semble tout à fait intéressant, il y a quelques pistes là-dedans, d'avoir des itinérances qui puissent être thématiques. Et puis, maintenant qu'on commence à avoir des bons suspects de principes d'action ou des principes d'action pressentis, le lancement de la fabrique et de la ruche pour commencer à essaimer ces actions-là. Et enfin, en 2017, notre objectif, c'est de faire évoluer la structure Institut des territoires coopératifs, qui est partie d'une initiative tout à fait personnelle, qui est la nôtre, celle de Anne et moi, dans une démarche vraiment coopérative et constituée avec les acteurs qui seraient intéressés par cet objet, travailler la coopération, sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. On aurait pu commencer par mettre les acteurs autour de la table et puis se dire bon, on va faire quelque chose. On a préféré une autre approche qui était de dire on va déjà prouver la justesse de notre intuition, ou bien éprouver notre intuition avec le terrain, faire ces 3 premières itinérances, mettre en avant de la matière. Et puis, dans ce processus-là, on verra bien les acteurs qui seront intéressés, qui se diront cet objet-là d'études et de recherche nous intéresse, on peut y contribuer. Et à ce moment-là, avec ces acteurs-là, sera le temps peut-être de se dire comment on fait. Et l'objet société coopérative d'intérêt collectif nous semble intéressant dans cette vue-là. Voilà. Et l'une des raisons pour lesquelles on veut à tout prix dans nos confs-échanges avoir un temps d'échange assez long, c'est précisément aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est là, nous, dans une optique de production de commun. On met de la matière en commun, en partage, ensemble. Et puis, je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont aussi des regards croisés sur ces questions de coopération. Et c'est maintenant le temps de l'échange. Il y a peut-être des choses qui ont résonné quand vous avez vu des choses, entendues, et sur lesquelles vous souhaiteriez témoigner. En tout cas, je vous remercie de votre attention.